Eh bien, nous terminons notre journée, comme on l'a fait souvent, ici même et ailleurs, par la conférence de Francisco Arauta, qui est en même temps philosophe, historien de l'art, homme de, je dirais, Weltmann, homme qui aime qui a visité le monde entier. Un livre récent qui lui a été consacré a comme titre Francisco Arauta, Passeur des frontières de Babel. Je dirais que le titre est parfait, Passeur des frontières de Babel, et c'est aussi sa manière de penser la culture contemporaine, notamment à travers les volumes et les colloques qu'il a dirigés de la Fondation Marcelino Bottini, de Alexandrie à la bibliothèque virtuelle, Le monde des cartes géographiques, Les étoiles du voyage, de la ville des anciens à Cosmopolis, Histoire et forme de la curiosité, et plusieurs autres volumes. Mais il a aussi organisé des expositions précieuses comme le séjour de Matisse à l'Alhambra ou le fil d'Ariane sur les voyages et les lectures qui sont liées à ces voyages. Enfin, c'est pour dire qu'il a vraiment créé une espèce de grand monde, là aussi de cosmopolis, d'utopie, d'amitié. Et je rappellerai aussi qu'il a traduit et fait traduire en espagnol le journal de Pontormo, le Momus de Leon Battista Alberti et les pierres de Venise de Raskin. Donc on est vraiment dans la plénitude d'un monde entièrement, je dirais, visité, caressé, aimé et mémorisé, comme du reste sa formation, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie et maintenant tous tes cours et voyages en Amérique latine. Alors, je suis très honoré, très heureux de te donner la parole pour ce voyage, encore une fois, au cours de nos années, pour mieux passer les frontières de Babel. Et bonjour, chers amis. Carlo, un bon merci toujours par ton invitation. Le grand plaisir de partager l'amitié qui nous accompagne de longtemps, ça nous donne le droit de partager aussi les idées. Et cette discussion sur ce partage, dont partage, nous introduit toujours dans de nouveaux projets, ici à Paris, en Espagne, en Italie, un peu partout. Enfin, même l'Europe, c'est un petit pays. Et chaque fois en plus, nous nous reconnaissons de cette appartenance. Ça me fait un grand plaisir de suivre la conférence de tous les amis et collègues pendant la journée, avec des références d'exceptionnel intérêt pour moi, curieux par principe. Et c'était l'occasion de démontrer une fois en plus mon ignorance. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Et c'est à l'occasion de... Et ça a été un plaisir de suivre la conférence de Corinne. Nous avons fait, avec ma femme et mes amis, la traverse de l'Afrique, de Dakar à Djibouti. Et nous sommes passés des jours très, très, très mémorables à Cotonou. Et je ne sais pas si je devrais vous demander
des appuis juridiques, mais j'ai une très belle sculpture IFE que je l'ai achetée à Cotonou. J'avais peur quand j'ai passé le contrôle à Orly. Je suis descendu, j'ai fait tout Paris, pratiquement de Montmartre à Saint-Michel, et dans chaque sémaphore, j'ai porté la sculpture pour le voir. Comment il est belle. Et quand j'arrive à Orly, c'est passé comme ça, j'étais un peu inquiète par le contrôle du patrimoine. Justement, le contrôleur, c'est un Africain. Il se trouve devant la tête et avec une très grande admiration dit « Mais c'est une IFE ». C'est le groupe IFE, une tradition très remarquable pour la sculpture, et a bloqué la ligne. Et tout le monde protestait en France. C'est normal. Mais le monsieur avait la tête en main en disant « Mais félicitations, monsieur ». J'étais vraiment très, très content. Je voudrais vous donner une petite explication sur mon titre. Héritier sans testament. J'ai travaillé dans ce jour-là pour mon séminaire à Berlin, à la Humboldt, sur le cahier de Valéry de 1923. Je devais contraster des textes eupalinos, de Valéry, avec Das Land in der Mitte, le texte de Tessenhoff sur Berlin. Travaillé là, je me suis trouvé avec ces héritiers sans testament, et dans ce moment, m'arrive à la maison Europa ritrovata di Carlo. Et ça a été justement la coïncidence entre chercher un titre et développer un argument. Le titre, ce n'est pas moi, ça vient des cahiers Valéry 1923, après Eupalinos, et l'argument, la séquence que je vous propose maintenant, brièvement, je le ferai. C'est dans ce livre Parte Seconda, Europa ritrovata, le premier chapitre, c'est Ulysse et Énéas, de la dignité de la quête et de l'obligo de responsabilité. Ça a été comme ça. De la dignité de la quête, de la recherche, de ce qu'on cherche, et de l'obligo de la responsabilité. Et comment présenter cette question? Ulysse et Énéas. Pour Carlo, reste le de référence qu'on pourrait dire symbolique, même mythologique, symbolique plus. Alors j'ai commencé à travailler sur cet argument. Il y a beaucoup de coïncidences aussi avec le... Et je me trouvais devant 5 scénarios entre 1922 et 1947. Je cherchais des moments après la Grande Guerre et 1947. Moment
textes dans lesquels on parle de la disparition d'Ulysse et la mort d'Énéas, même quand Carlon nous propose de récupérer Ulysse et Énéas. Premier scénario. 1943-1945. Il y a des photos formidables d'Erich Auerbach se promenant par Istanbul des jours très singuliers. Il est en train d'écrire son chef d'œuvre, Mimesis, que nous tous, nous avons lu avec plus d'enthousiasme. Plus tard, j'ai cherché la correspondance, les lettres écrites à Ankara de Auerbach, qu'il raconte avec un ton mélancolique en disant « J'écris ces pages sans bibliothèque pour protéger une tradition si on arrive à un moment dans lequel l'Occident puisse disparaître. La mémoire ne protège pas l'histoire suffisamment. Et alors, Erich Auerbach, qui vient de la grande tradition allemande, de Curtius, de Leo Spitzer, de Karl Vossler, il écrit cette mimesis. Il avait écrit déjà son texte, son grand texte sur Dante, mais il fait une observation. Cette fois, la référence intellectuelle ne sera pas Dante, pour lequel la littérature est le lieu de la vérité, mais ça sera le chapitre, le livre 10 de la République de Platon. Ça veut dire la littérature sera Dargestellung Wirklichkeit in der abendlichen Literatur. Sarà la rappresentazione reale della letteratura occidentale, della letteratura occidentale. Si on contrôle l'index de mimesis, on commencera avec la blessure d'Ulysse, vous l'avez présent, et on finira avec un texte de Proust. Ça sera l'occasion de faire même un petit défi pour nous, si nous trouverons une occasion dans une situation, pas nécessairement entre Istanbul et Ankara, et nous voudrions protéger la mémoire de l'histoire, et nous aimons la littérature, on écrirait un texte, mais quels seront les chapitres? Quand j'ai commencé à lire de nouveau, Auerbach, j'avais besoin d'une nouvelle lecture de Arbeit an Mythos de Blumenberg.
ce chapitre de Blumenberg, j'ai eu la fortune d'être étudiant avec Blumenberg. Cette structure, ce n'est pas seulement la littérature, ce n'est pas seulement l'art, c'est des promenades formidables par le musée Vatican. Ce n'est pas seulement la science, c'est Descartes, entre Newton, c'était mécanique, soudain. Et on se retrouve devant une situation très, très complexe. Arbeit an Mythos de Blumenberg nous offre ce complexe travail de construire la représentation du monde. Et la construction de la représentation du monde produit un effet que Blumenberg identifie comme die Lesbarkeit der Welt, la légibilité du monde. Mais il n'y a pas légibilité sans représentation. Mais la représentation, dans la tradition blumenbergienne, reste très complexe. 1946, à Berne, Auerbach publiera Mimesis avant de partir pour Connecticut, à New Haven. Premier scénario. Cette recherche, Auerbach, nous sommes 1943-1945, le contexte historique, politique, on l'a commenté en avant, mais qui produira surtout une angoisse, une Stimmung qui présentera dramatiquement un final. Ces pages-là sont écrites pour protéger la mémoire, même en savant que la mémoire ne protège tellement l'histoire. 1943-1947. Je vous promis d'être bref. Les mêmes années, 1943 et 1945. Et nous laissons Istanbul, l'album photographique. J'ai pu consulter cet album à Berlin, c'est exceptionnel. Et même les jours à Ankara, avec la correspondance d'Ankara, a rien à voir avec notre scénario 1943-1947. Le lieu, la petite ville, c'est possible, un des plus beaux scénarios du monde, ce sont les palissades de Santa Monica. Les palissades de Santa Monica, tout près de Los Angeles. Il y a une très grande documentation sur ces rendez-vous. Tous les après-midi, un groupe d'amis que vous connaissez bien, vous pourriez dire, ah, c'est mon ami. C'est Adorno, c'est Horkheimer, c'est Marcuse, c'est femmes. Ils se retrouvent pour avoir une conversation sur ce qu'il se passe dans l'Europe de 1944-1945. Les deux dernières années de la Seconde Guerre.
La conversation est enregistrée par la femme d'Adorno. Et maintenant, on peut consulter à Francfort, dans l'archive de l'Institut für Sozialforschung, vous pouvez consulter les 7 cahiers qui racontent les conversations de cette année-là. Et la situation, c'est tout à fait différent de ces promenades de Auerbach à Istanbul, sans bibliothèque. Et les jeunes frankfurtiens, qui après passé quelques mois à New York, se réfugient à Los Angeles et à la fin restent sur les palissades de Santa Monica. Quand il rentre, avec une structure qu'Adorno racontera toujours provisionnelle, mais qui est restée définitive, à Amsterdam, Amigo Press, 1947, est publié Dialectique de l'Aufklärung. Et Adorno, il dit toujours que c'est une réflexion sur Odysseus, que les autres chapitres sont la compagnie au texte, mais que le centre, l'axe de ce texte, c'est l'argument, c'est Odysseus. Ça, c'est la même chose. Carlo, il a eu la gentillesse de citer les pierres de Venise. Ruskin, il dit, ce livre, c'est une réflexion sur le gothique, pas sur Venise. Et le gothique, c'est le 3e chapitre. Après, ils sont arrivés des autres matériaux, mais ça, c'est cycle gothique. Ça, c'est la question. Dialectique de l'Aufklärung, c'est justement une réflexion sur Odysseus, sur Ulysse. À l'occasion du 50e anniversaire de la publication de Dialectique de l'Aufklärung, Francfort a organisé un séminaire. Je suis été invité à participer et c'est pour ça que je me permets de travailler pendant une semaine dans l'archive. Je voulais voir les notes de Santa Monica. Et dans le 3e cahier, sur les marges du cahier, avec la lettre d'Adorno, il avait cette observation. Was ist passiert mit Odysseus? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Pour dire comme ça, la question principale de cette histoire occidentale, c'est la disparition d'Ulysse. Et voilà. Carlo, il disait que la question, c'est une restauration d'Ulysse et d'Énéa. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ulysse? Passiert mit Odysseus. Il y a des hypothèses qui sont tout à fait intéressantes, mais pas explicitées dans le texte. La première,
on parle pour la première fois de naufrage. De naufrage. La symbolique des naufrages reste centrale dans la culture moderne romantique. Hier matin, nous étions au Louvre pour la visite à l'exposition de la Croix. J'étais très content de voir comment la troisième partie de l'exposition, on a récupéré un Delacroix que normalement, ce n'est pas fréquent dans les grandes expositions. Mais le naufrage restait central. Première possibilité, le naufrage d'Ulysses, du Schiffbruch von Odysseus. Mais il y a une autre observation, une possible seconde hypothèse, très près de quelques textes de Kafka. Peut-être ce qu'il s'est passé, c'est une métamorphose, une transformation d'Ulysse. Peut-être. Mais de quelle métamorphose vous parlez? Peut-être qu'il s'est transformé en un bon bourgeois. Et c'est ici avec nous. Peut-être qu'il est devenu un industriel, un commerçant, un businessman, je ne sais pas. Mais on laisse la porte ouverte pour parler de métamorphose d'Ulysse. Dürrenmatt a repris cet argument pour une pièce dans laquelle il parle des métamorphoses en pluriel. Quelles étaient les conditions fondatrices de l'Ulysse homérique? Une profonde soif et une puissable curiosité. Ulysse est associé au voyage. Soif et curiosité. Peut-être que les arguments qui viennent présentés dans les conversations de Santa Monica ont à voir soit avec l'idée d'une transformation, soit avec l'idée d'une métamorphose. Naufrage ou métamorphose. Premier scénario, nous nous promenons par Istanbul avec Auerbach. Petit café, le café turc du soir. Les autres sur les palissades ouvertes sur l'océan Pacifique. Je crois qu'ils ne prendront pas un café turc, mais un bourbon. Le soir, un bourbon sur les palissades, c'est parfait. Entre Santa Monica et Ankara, un troisième scénario, toujours en rapport avec notre question sur la disparition d'Ulysse
Et l'argument de Carlo, c'est la récupération d'Ulysse et d'Énéas. Nous sommes aussi de 1945. Il y a un document, un registre phonique. C'est très important d'écouter sa voix. C'est très important d'écouter sa voix. On est en train d'écrire un grand livre de la première moitié du XXe siècle. C'est un livre pas écrit. Alors, c'est parce qu'il a été dicté. Il a été dicté. Quel est le livre? Virgilius Tode, la mort de Virgile. Troisième scénario. Ici, on ne parle pas d'Ulysse. Ici, on parle d'Énéas. On parle ou on ne parle pas d'Énéas. Toute la structure du roman est orientée pour ces monologue de Virgilio, un grand monologue de Virgilio qu'il faut écouter avec l'accent de Hermann Broch, avec cette voix très comme d'en bas de la Bulgarie, en bas très bas. C'est pas seulement dramatique, ça donne un ton à un certain moment un peu apocalyptique. On a changé l'argument, pas plus, Odysseus, Ulysse. Maintenant, c'est Virgilio qui se demande les 3 dernières semaines avant sa mort, qui nous présente des questions fondamentales. La première, sur la possibilité de la connaissance. Il y a, on pourrait dire, un sceptique dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on reconnaît dans les textes de Broch, Virgilius Tode, une présence très moderne. On a fait tout pour éliminer de la tradition moderne l'élément sceptique. On a fait tout pour éliminer tous ces composants qui, de Montaigne à Cervantes, continuent contre. C'est venu cette stratégie de proposer un modèle, on pourrait dire cartésien, newtonien. Tout d'abord, sur la possibilité de la connaissance. Deuxièmement, une question qui vient présenter d'une manière très directe. L'art, est-ce que l'art nous peut sauver de la mort? Art est mort. Et après, plus tard, art est catastrophe.
fait seulement quelques années que Benjamin avait écrit ce petit texte sur escompte, existe des catastrophes. Là, c'est la catastrophe qui arrive. L'art pourrait bloquer la mort de Virgilius reste un document exceptionnel. Nous nous protégeons avec la mémoire d'une littérature. Premier scénario à Auerbach à Istanbul. On pourrait parler aux palissades de Santa Monica en cherchant une réponse à la question « Was ist passiert mit Odysseus ?» et d'une manière plus dramatique, Broch nous présente la mort de Virgilius. Maintenant, quand je venais de mon hôtel, rue Odéon, sur le trottoir droit, en montant vers le théâtre, une petite affiche. Pas affiche, en pierre, Et plaque. En 1922, Sylvie Plath a édité Ulysses de Joyce. « 1922. Sylvie Plath édite toute cette réflexion des trois premiers scénarios, on pourrait les compléter avec ce quatrième. C'est quatre. Paris, 1922, Ulysse publie son Ulysse. Joyce publie son Ulysse. Et je risque beaucoup si je vous dis que toute l'histoire d'Occident on pourrait la tracer entre les deux Ulysses de la littérature. L'Ulysse fondateur, c'est l'Ulysse homérique. Et le final, il n'est pas. Le final, c'est l'Ulysse de Joyce. Le premier Ulysse part. Il part. Baudelaire reprendra l'argument, c'est le man voyageur, ce qui part pour ne pas rentrer. À la fin, Ulysse rentre. C'est une discussion très complexe. Mais c'est dominé par le voyage, par la quête, disait Carlo. Leopold Bloom, l'Ulysse de Joyce, n'est pas dominé par le voyage, mais il est dominé par l'errance. L'errance. 1320 pages pour raconter 28 heures de Leopold Bloom. Pas mal. 1320 pages, ce sont les manuscrits de Joyce,
pour raconter 28 heures dans la vie de Léopold Bloom. À la fin, ces monologues, pas les monologues de Virgilius, mais les monologues de Molly. Cette femme exceptionnelle à la fin de l'Ulysses. Une perspective sur l'expérience. Cette errance reste centrale. Je pense que on a étudié beaucoup la lecture que Bloch avait fait de l'Ulysses de Joyce. Virgilius Todé a d'avoir avec la lecture que Bloch fait du texte de Joyce. Mais parallèlement, je voudrais vous proposer aussi deux moments que je considère exceptionnels dans cette ligne que je vous commentais maintenant sur la centralité de l'Ulysses de Joyce comme finale d'une histoire. Une histoire qui commençait comme un voyage ouvert, une errance circulaire qui représente l'histoire de Léopold Bloom, de Joyce. La première, est annoncée dans 1917. Je viens de publier un texte sur cet argument dans sa revue Die Fackel. Karl Kraus commence à écrire des fragments qu'avec une première édition, on attendra une deuxième de 1926 avec le titre Die letzte Tage der Menschheit, les derniers jours de l'humanité. C'est un texte avec une intensité dramatique intentionnée. Ce sont très importants les années 23, 24, 26 de la culture middle-européenne. Mais je voudrais partir seulement d'un petit texte qui dit c'est le final de Das techno-romantische Abenteuer. Le final d'une techno-romantique aventure. Kraus a une précision linguistique exceptionnelle, vous le savez bien. Il représente, interprète encore mieux la Grande Guerre comme le final de Das techno-romantische Abenteuer. C'est le final d'une histoire. Et ce final coïncide avec les derniers jours de l'humanité. Pourquoi cette obsession sur ce qu'on pourrait dire ce besoin de se protéger, ce besoin de récupérer l'histoire qui arrive à la réflexion de Carlon avec la revendication d'Ulysse d'Énéas. Je crois que Carlon appartient à cette tradition. Je ne voudrais pas, je n'exigerais pas une confession ou une... Mais
c'est formidable de lire ce texte. Quand entre les 43 et les 47, Auerbach, California, Bloch, la voix de ces 3 semaines, la voix de Virgilius, de Virgile, das techno-romantische Abenteuer. Parallèlement, je cherche de finir un 5e scénario. Peut-être soit considéré comme le philosophe qui a hérité toute cette grande tradition rationaliste. Je pense à Edmund Husserl. Edmund Husserl. À Freiburg, en Bresgau, il prépare le manuscrit pour l'invitation qu'il y a eu de Vienne, de Vienne et de Prague pour faire une conférence qu'elle intitulera Die Krise der europäischen Wissenschaften et qu'il donnera à Vienne et à Prague en 1935. Donnera cette conférence et vous savez en main le manuscrit Die Krise der europäischen Wissenschaften. La mort de Husserl arrivera 2 années plus tard. Et on peut le reconnaître comme son testament. La pensée, la philosophie n'est pas capable d'interpréter le monde. Il construit une argumentation très directe sur les incompétences de la philosophie, du rationalisme. Il y a des choses qui tombent en dehors de la compétence de la science. Tout ce qu'il embrasse avec l'argument de la Lebenswelt, de le monde de la vie, cette Lebenswelt. Il y a un écho nietzschéen, il y a un écho diltheyien, il y a un écho absolument simélien. Tous les grands philosophes des premières années de 1900, du XXe siècle. D'une manière plus sociologique, il se permet de nous inviter à interpréter une situation qu'on pourrait interpréter, il dit comme ça, comme une question centrale, die Frage, et la vraie question. 1937,
dans le café du Palais Royal à Paris, le premier mercredi chaque mois, il se réunit les membres du collège de sociologie, Georges Bataille, Benjamin même, et il parlait justement de ce que, dans ces années-là, Husserl avait déjà présenté. Dans ces moments-là, on parle toujours d'une petite lettre de Max Weber de novembre 1919. Après la discussion sur le final de la Grande Guerre, Max Weber, il écrit comme ça, « C'est pas l'Allemagne qui a été vaincue, ce qui a été vaincu, c'est la raison, et en plus, la raison pratique. » Max Weber, novembre 1919. Je vais finir, mais je me permettrai de faire rapide parcours. Tout a commencé par l'invitation de Carlo à parler dans ce colloque. J'ai travaillé pour mon séminaire à Berlin sur le cahier de Valéry, 1923. Nous sommes toujours la guerre. Nous sommes des héritiers sans testament. Arrive Europa ritrovata. Il faut récupérer Ulysse et Énéas. Et je me trouve devant ces scénarios qu'entre 1943 et 1945, on parle de la même question. Cette situation triste, je retrouve un petit texte de Marcel Proust, publié le 1er avril de 1900 dans la Gazette des Beaux-Arts. C'est un texte admirable. On craignait l'autre jour pour la vie de Tolstoï. Ce malheur ne s'est pas réalisé. Mais le monde n'a pas fait une perte moins grande. Raskin est mort. Nietzsche est fou. Nietzsche mourra le 20 août à Weimar. Nietzsche est fou. Tolstoï et Ibsen semblent au terme de leur carrière. L'Europe perd d'un après l'autre ce grand directeur de conscience. Proust, Tolstoï, Raskin, Nietzsche, Ibsen,
ces grands directeurs de conscience. Directeur de conscience de son temps, certes, Ruskin le fut, mais il fut aussi son professeur de goût, son initiateur à cette beauté que Tolstoï réprouve au nom de la morale et dont Ruskin avait tout poétisé jusqu'à la morale elle-même. Avril 1900, Gazette de Beaux-Arts. Et voilà Proust avec cette réflexion épocale sur une situation où le maître de conscience commence à disparaître. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Was ist passiert mit Odysseus? Un naufrage, une métamorphose, et bien sûr, sans illustre, tous nous sommes naufragés. Seulement nous reste cette errance, se transformer en Léopold Bloom et se promener par la rue Odéon. Merci. Eh bien, nous avons commencé l'après-midi par l'évocation d'un directeur de conscience, Jean Starominski, grâce à Françoise Viat, et nous terminons par une belle perspective concernant le XXe siècle. Dès son commencement, Marcel Proust, puis Erich Auerbach, avec les commentaires de Blumenberg, Adorno et, bien sûr, et nécessairement, Hermann Brock, La mort de Virgile, en passant par Husserl et, sans oublier, bien sûr, Karl Kraus et l'Ulysses de Joyce. Certes, quand on voit ce titre, Les derniers jours de l'humanité, aussi le parcours que Francisco a fait, on serait plutôt pessimiste. Les maîtres disparaissent les uns après les autres. C'est vrai, c'est un temps sans maître. Et aussi sans marteau. Hein. Ça aussi, c'est pour paraphraser l'un des titres célèbres du XXe siècle. Donc, on comprend maintenant mieux son titre, Héritier sans testament. Pour terminer, je ne dirais pas sans pessimisme, mais pour rappeler quelques maîtres qui sont encore là, je me permets de vous par leur œuvre, bien sûr, de vous convoquer encore le 22 juin, me semble-t-il, c'est un vendredi, en tout cas le vendredi qui doit être le 22 ou le 23, et pour mois de juin, pour discuter, et nous retrouverons les mêmes problèmes, pour discuter ensemble le premier tome de la correspondance d'Yves Bonnefoy. Nous avons pris, j'espère que ça deviendra une habitude, l'idée de nous réunir à l'occasion de ces 10 jours qui sont entre son anniversaire et sa disparition, parce que nous considérons qu'il est toujours présent. Et ce premier tome de la correspondance est impressionnant. Il a une autre géographie que celle-ci, mais avec les mêmes principes. Avec les mêmes principes, ça signifie que Yves Bonnefoy cherchait des questions. Pierre Rosenberg nous l'a évoqué ce matin. Les grands maîtres, les classiques, ceux qui portent notre mémoire, posent plutôt des questions, ouvrent des chemins. La réponse n'est pas immédiate et n'est pas pour nous. Il s'agit d'améliorer notre conscience des questions posées par les classiques, et on le trouve exactement dans et avec une très grande richesse
je dirais, de beauté esthétique, d'humanité, de dignité morale dans ce premier tome de la correspondance Bonnefoy. Donc, je dirais que la seule manière de bien conclure, c'est de reposer ces mêmes questions que Francisco a posées au moment où on les verra traitées par Yves Bonnefoy, surtout avec les auteurs, qui étaient ses amis, qui ont modifié notre conscience du XXe siècle. Magnifique la correspondance avec Michel Butor, magnifique la correspondance parlant, par exemple, d'une première absolue à la Fondation Mag de Stockhausen, de Spirale de Stockhausen, etc. On le verra ça au mois de juin. Mais je voulais aussi dire que c'est en respectant votre générosité que je n'ouvre pas la discussion, parce que ça nous porterait encore plus loin. Du reste, il y a beaucoup d'arguments qui ont été soulevés pour méditer longuement. Je dirais simplement que l'un des fruits qui m'est surgi en vous écoutant et en voyant aussi votre fidélité est le suivant. Le thème est venu à peu près dans tous les exposés de la journée. L'une des questions de notre pauvreté intellectuelle, pauvreté morale, le fait que nous ne prenons plus de distance et que la saisie, la tradition c'est aussi une saisie, mais la tradition se faisait par des mots. Le mot est déjà une mise à distance de l'objet, et comme nous n'avons plus de mots, la saisie se fait directement par les mains, d'une manière un peu brutale. Les mots servent aussi à cela, à mieux décrire, mieux mémoriser, prendre de la distance et du respect. Ce qui fait que, contrairement à mes habitudes, vous le savez, mes habitudes sont plutôt pour l'ellipse, l'effacement, les mots brefs, et contre mes habitudes et peut-être aussi contre mes intentions, mais en voyant ce qui vient de notre temps et de la discussion de ce matin, j'irai consacrer le cours de l'année prochaine à l'éloge de la description. Éloge de la description, ça signifie simplement que nous devons avoir les mots pour nous concéder une autre saisie de l'objet qui ne soit pas cette espèce de brutalité qui nous fait tout avaler et tout détruire en même temps. Voilà. Peut-être ce sera, je ne sais pas, j'ai peur qu'il s'agisse de quelque chose qui peut aussi entraîner une certaine fatigue et répétition, je ferai de mon mieux, mais je sens que c'est une nécessité primaire, tant qu'il n'y aura pas le retour des mots comme prise de distance et de respect, la transmission sera de plus en plus pauvre et difficile. Il me reste simplement de vous remercier tous et très vivement, ceux qui ont eu la gentillesse d'être là pendant toute cette journée, les amis qui sont venus de loin avec des difficultés que nous savons de parcours, souvent le temps du parcours bref est plus long que le parcours long. Donc, je remercie vraiment tous de mon cœur. Je pense que à la fin de cette journée, nous pouvons dire, moi j'ai vu que tout le monde avait un texte déjà rédigé, nous pouvons penser à des actes pour cette journée. Il faudra trouver des subventions pour les images, mais sans images, on peut là aussi rien faire. Et voilà, nous nous donnons rendez-vous pour rappeler et être parmi nous. Et la présence d'Yves Bonnefoy, donc le 22 juin. Pour ceux qui n'ont pas pu assister l'année dernière au film que nous n'avons pas le droit de diffuser, mais seulement projeter une fois, eh bien, parce qu'il y avait l'orage, il y avait toutes sortes aussi de complications, eh bien, à la suite, donc à 16h30, à la fin de la journée Bonnefoy, nous irons projeter une nouvelle fois ces documents rarissimes, interviews, lectures, films même,
d'Yves Bonnefoy, en terminant, comme aujourd'hui, autour de 18 heures. Alors, merci infiniment. Je ne vous dis pas encore bon été parce que nous avons encore à travailler. Merci.